Bonjour, je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et avec mes collègues Alexis Goujon, physiothérapeute et Kevin L'Espérance, épidémiologiste, j'ai fondé Science Influence, une initiative et une formation visant à sensibiliser et outiller pour prévenir les dérives de la désinformation en ligne. Aujourd'hui, je vous parle de deux concepts issus de la formation qui sont essentiels pour le métier de communicateur et de journaliste, soit la notion de responsabilité et de pouvoir d'influence, ainsi que l'impact du numérique. Comme personne œuvrant dans le domaine des communications, si vous ne le saviez pas encore, on vous le dit aujourd'hui, vous avez un pouvoir très important et pas n'importe lequel. Un grand sage, notre ami Spider-Man, a dit une phrase importante, soit à grand pouvoir, grande responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on ne peut pas profiter du pouvoir simplement pour ses privilèges. Et la personne qui a un pouvoir est responsable de deux choses, soit d'abord ce qu'elle décide de faire avec son pouvoir, mais aussi ce qu'elle échoue à faire avec ce pouvoir. Concrètement, comment peut-on le définir? Être en position de pouvoir, c'est pas uniquement être le premier ministre ou le président d'un pays. Ça peut être beaucoup plus subtil. Une personne va avoir du pouvoir lorsqu'elle se retrouve en position d'autorité, lorsqu'elle est consultée pour une expertise ou des conseils. Ce serait le cas des professionnels de la santé, par exemple. Un individu va aussi avoir un pouvoir lorsqu'il va avoir gagné la confiance d'autres personnes. On peut penser à nos amis, à nos proches, et aussi lorsqu'elle a accès à une très large tribune. Pensons notamment aux influenceurs, aux créateurs de contenu, mais également aux gens travaillant dans les communications comme les journalistes. On va donc parler d'avoir un pouvoir d'influence. Pour l'illustrer, prenons le cas de mon travail comme nutritionniste. Les gens viennent me voir parce qu'ils vont avoir des préoccupations en lien avec leur alimentation, peut-être une nouvelle maladie. Ils vont donc être en position de vulnérabilité. De mon côté, moi, je me retrouve en position de pouvoir parce que j'ai une expertise concernant la nutrition et ils vont donc être plus portés à écouter mes conseils. Avec ce pouvoir-là, ça s'accompagne de responsabilités parce que j'ai le potentiel de causer du tort. Si j'utilisais mal mon pouvoir, je pourrais dire des choses, par exemple, que le patient doit éliminer des aliments, dire au patient qu'il ne peut pas manger passer une certaine heure le soir, 19 heures par exemple, lui dire de venir me voir 3 fois par semaine pendant 3 mois pour absolument aller mieux, ou lui dire qu'il a besoin d'une longue liste de suppléments alimentaires, sans quoi il y aura des carences. Et cette utilisation inadéquate du pouvoir peut causer du tort parce qu'elle va venir générer des inquiétudes, nuire à l'amélioration de la santé et entraîner une vente de services et de produits qui est inutile. Si on prend le cas des journalistes, que serait une bonne ou une mauvaise utilisation de son pouvoir? Une bonne utilisation, ce serait de rapporter les nouvelles telles qu'elles le sont, d'avoir une approche qui est factuelle, de vérifier les sources pour s'assurer de transmettre adéquatement l'information. Une mauvaise utilisation de son pouvoir comme journaliste, ce serait de manipuler les statistiques d'une étude pour créer une nouvelle qui est plus sensationnaliste, qui va créer plus de clics et qui va faire peur à la population. Un autre exemple de mauvaise utilisation, ça pourrait être d'ignorer des sources d'information pour ne présenter qu'une seule vision d'une nouvelle. Si on résume le tout en 4 étapes, la première étape est celle de la prise de conscience, soit de réaliser qu'on a un pouvoir. Ensuite, il s'agit d'identifier quelles sont les responsabilités qui vont venir avec ce pouvoir-ci selon le domaine dans lequel on exerce. Ensuite, c'est de décider qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on ne va pas faire avec ce pouvoir-là. Et pour faciliter l'identification de ces actions, ça peut demander de se poser des questions en lien avec nos valeurs, donc de se rappeler pourquoi on fait le travail qu'on fait. Quelle est notre mission? Quelle est la ligne éthique et morale que je me fixe dans le travail que j'exerce au quotidien? Et ensuite, la dernière étape sera en fait le résultat de l'utilisation de ce pouvoir. Rappelons toutefois qu'il s'agit d'une responsabilité qui est partagée. Donc, on ne porte pas la totalité de la responsabilité sur nos épaules. C'est bon de se rappeler que chacun est responsable de sa santé, des conseils qu'ils vont suivre et de l'information qui va être consommée. Par contre, à grand pouvoir, grande responsabilité. Si on a l'opportunité de se servir adéquatement de son pouvoir d'influence et d'être conscient de nos responsabilités, pourquoi ne pas le faire? Parmi les éléments qui vont amener un pouvoir, on mentionnait le fait d'avoir une grande tribune. Internet, les réseaux sociaux et la multiplication des différentes sources d'informations en ligne entrent dans l'équation à ce moment, ce qui m'amène à vous parler de l'impact du numérique.
Pour mieux comprendre la nature de l'enjeu et l'importance de s'intéresser à ce qui se dit en ligne, voici quelques données ayant été récoltées lors d'une enquête réalisée en 2022. Au Québec, c'est le tiers des adultes qui vont utiliser les réseaux sociaux comme principale source d'information. Également, depuis 2023, près du tiers des adultes québécois ont dû changer leurs habitudes pour s'informer à la suite du blocage des nouvelles en ligne par Meta au Canada qui est survenu au début du mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la confiance qui est octroyée par les gens face à l'information en ligne? En fait, selon les données de cette enquête, une personne sur 4 fait assez ou totalement confiance aux nouvelles et à l'actualité qui est présentée sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on regarde ce qui se passe chez les jeunes adultes, près de 1 jeune adulte sur 5, soit 18%, indique s'être uniquement informé à partir des médias sociaux dans la semaine précédant l'enquête. Ce qui rappelle l'importance de comprendre qu'est-ce qui se passe sur ces plateformes dans le partage d'informations. Au-delà des réseaux sociaux, l'avenue d'Internet et des moteurs de recherche comme Google a beaucoup changé les habitudes de consommation d'informations. Plus spécifiquement à la santé, on a tous déjà googlé nos symptômes en ligne afin de savoir qu'est-ce qu'on avait. Et si on regarde quelle est la proportion des adultes qui vont effectuer des recherches en ligne pour des informations liées à leur santé, ce pourcentage va de 70 à 80 % aux États-Unis, environ 50 % en Europe et près de 80 % dans certains pays d'Asie. C'est donc une pratique qui est très, très répandue. Au-delà d'être très répandu, c'est également une tendance qui ne va pas en ralentissant. Donc, ayant passé de 61 % en 2008 à 74 % en 2017. Donc, aujourd'hui, c'est près de 3 adultes sur 4 qui vont utiliser Internet en premier pour rechercher de l'information en santé. Par contre, l'enjeu majeur avec l'utilisation des réseaux sociaux pour de l'information en santé ou Google, c'est la qualité et la fiabilité de l'information qui est rapportée. Et ça s'accompagne de conséquences à ne pas négliger, comme le fait de dissuader quelqu'un de consulter un professionnel de la santé. Maintenant, quoi faire avec cette information? La première chose, c'est de comprendre que comme communicateur et journaliste, vous êtes des influenceurs. Ce terme-là peut être une connotation péjorative, mais ça fait simplement référence au fait que vous avez un pouvoir d'influence qui est important. Et le fait de bénéficier d'une telle portée, c'est un privilège qui va s'accompagner de pouvoir et avec ce pouvoir va venir des responsabilités qui sont essentielles à identifier. Également, les défis du numérique et la désinformation qui va les accompagner n'en sont probablement qu'à leur début et vont continuer de faire évoluer les façons dont les gens se renseignent. Les données que j'ai présentées peuvent être décourageantes. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous faites partie de la solution. Être donc conscient de son pouvoir d'influence, des responsabilités qui s'accompagnent, de poser des actions qui sont alignées avec nos valeurs et qui aident à prévenir la désinformation en ligne vont contribuer à créer un monde meilleur. Pour en savoir plus sur les défis du numérique et des stratégies pour prévenir la désinformation en ligne, je vous invite à contacter l'équipe de Science Influence et je remercie également mes 2 collègues dans l'aide à la préparation et au développement du contenu présenté.